Soula, et si l'on parlait d'art. Le printemps de Bourges, bien sûr, mais plutôt le printemps en général. Et le printemps, c'est la lumière, et c'est justement ce qui va nous préoccuper ce soir, puisque en effet, j'ai un invité, Xavier Bollot. Bonsoir. Bonsoir Gilles Soula. Voilà, donc Xavier Bollot a écrit un livre, mais on va dire plusieurs livres, hein, là je crois, c'est le 2e aux éditions de l'Harmattan, il y en a même un 3e en perspective. Alors perspective, c'est encore une fois le mot, puisque le premier s'intitulait Dessiné en perspective réelle, et celui qui vient de sortir, c'est La lumière neutre. Donc tout un programme que nous allons tenter d'élucider ce soir. Enfin, on n'y arrivera pas parce que c'est un vaste sujet qui préoccupe les artistes et les autres depuis l'Antiquité. Mais là, il y a un éclairage nouveau, voilà, à la lueur de la culture, de notre culture qui commence à être vaste, et à la lueur peut-être des découvertes de ce siècle, de ce nouveau siècle, 21e. Et puis, donc, nous allons parler de tout ça, et puis je vous dirai aussi quelles expositions on peut continuer d'aller voir, et puis quelles nouvelles expositions, si vous avez envie d'avoir un moment un petit peu calme, on peut toujours franchir la porte d'une galerie, et puis voilà, se ressourcer, comme on dit. Xavier Bollot, il faut le présenter, donc peintre, professeur d'électronique à l'Université de Montréal, président de l'Association française de publicité industrielle, consultant en relations humaines. Alors, je ne peine pas puisque je lis tout simplement le dossier de presse, et donc en fait plutôt une formation scientifique, on peut dire ça, d'ingénieur. Mais malgré tout des préoccupations artistiques. Et Xavier Bollot, vous travaillez aussi, alors je ne sais pas si on peut dire ça, en partenariat avec l'École nationale supérieure des arts de Bourges, et peut-être qui vous a permis de travailler ou de préciser vos recherches sur la perspective et la lumière. Alors, est-ce que cette présentation est fidèle ? Oui, c'est très simple. L'École des Arts de Bourges a eu la bienveillance de me prêter des moyens logistiques pour permettre à un petit groupe de travail de se réunir et de travailler. Voilà, nous sommes un groupe qui n'est pas dans la vie de l'école, mais qui bénéficie de la structure logistique que l'école a bien voulu lui apporter. Voilà. Alors, donc, venons-en au fait. Alors, le livre actuel, c'est La lumière neutre, et il y avait eu avant la perspective. On peut peut-être en dire un mot sur le trait, la façon. Donc, oui. C'était sous-titré Une nouvelle approche de l'espace naturel et d'application immédiate. Oui, alors j'avais été frappé, impressionné par le livre très intéressant de Betty Edwards qui s'intitule Dessiner avec le cerveau droit. Betty Edwards, en bonne américaine, montre beaucoup d'exemples, convainc les lecteurs qui sont capables d'avancer. Elle leur apprend à recopier un dessin parfaitement. Et elle a eu l'idée géniale de prendre un dessin à l'envers et de leur refaire copier le dessin à l'envers. Mmh. Et les élèves constataient qu'en copiant un dessin à l'envers auquel ils ne comprenaient rien, une fois la feuille retournée, avait reproduit très fidèlement le dessin original. Donc là, elle a été un précurseur en mettant en relief le rôle du fonctionnement du cerveau sur notre compréhension de notre bon apprentissage
l'apprentissage du dessin. Et dans ce livre, qui est remarquable, il y avait, à mon avis, un chapitre qui manquait, qui était d'apprendre à l'élève à voir dans l'espace. Elle apprenait parfaitement à recopier un dessin sur un plan, mais non pas à saisir dans l'espace un volume et à le transcrire sur une feuille plate. Donc c'est ça que j'ai attaqué. Voilà, ce qui est quand même quelque chose de très complexe, puisqu'on sait, à la Renaissance, on sait quand même, les artistes sont beaucoup interrogés sur la façon justement de restituer ou un objet ou un paysage avec ces fameuses lois de la perspective, oui. Sur lesquelles finalement on a fonctionné pendant des siècles. Oui, alors ce qu'il y a de tout à fait étonnant, ce que j'ai découvert en travaillant sur ce livre, c'est que les Grecs savaient parfaitement comment était notre perception physiologique, comment fonctionnait notre façon de percevoir, et qu'on a perdu cet héritage à l'époque des Romains, quand les Romains ont réduit en esclavage la Grèce. Enfin, je fais des raccourcis historiques. Et à la Renaissance, les Italiens, qui étaient des fils de Romains, ont repris l'héritage romain, et la perspective grecque a été un petit peu passée sous silence, sauf par certains grands esprits, comme celui de Léonard de Vinci, qui se rendaient bien compte qu'en perspective classique, rectiligne, il fallait utiliser plusieurs points de fuite. Donc il y a quelque chose qui n'allait pas. Et ça a été un grand débat, tout le monde s'en mêlait, le mathématicien astronome Wilhelm Schickhardt, Abraham Boss, Et finalement, en France, chose curieuse de l'histoire, mais bien classique quand même, le problème a été réglé par un édit de Louis XIV, tout simplement. C'est Louis XIV qui a éprouvé le besoin de faire un édit sur ce sujet, en donnant tout simplement le monopole de l'enseignement artistique à son ami Lebrun, qui était directeur de l'Académie royale, ce qui a engendré l'académisme que nous avons subi ou dont nous avons bénéficié, suivant les points de vue, jusqu'à une époque récente. Voilà, et donc c'est tout à fait curieux parce que par un édit du roi, on a adopté une façon de voir. On a enseigné une façon de voir et de percevoir. Alors donc, quelle est justement la contribution de Xavier Bolo à cette histoire de la perspective ? Par exemple, ce livre, quel était le but ? Est-ce que c'était un outil pour faciliter ou pour montrer d'autres voies, ou je ne sais pas ? Tout à fait. Alors c'est un outil pour d'abord faire prendre conscience au lecteur qu'il y a un monde physique. Par exemple, je vais à Bourges, il y a des piliers dans la cathédrale qui sont droits, parfaitement droits, rectilignes. Mais faire comprendre au lecteur que si on va dans la cathédrale et qu'on regarde le chœur, eh bien, on ne perçoit pas les piliers droits, mais curvilignes. Voilà, oui. Voilà. Donc il y a deux mondes, curvilignes, c'est-à-dire en forme de courbe. Voilà. Mais on disait aussi... Alors, et puis on l'a dit des temples grecs, qu'on les avait construits en corrigeant, justement pour corriger la vision de l'homme. Il s'écarte un petit peu vers le haut, il s'écarte, et pour rompre cette impression que tout ça va se rejoindre. Voilà. Alors, mais là, vous dites, curviligne, c'est pas tout à fait pareil. C'est une courbe, c'est-à-dire que, en fait, le socle des temples grecs est bombé. Toutes les pierres ont été taillées courbes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les archéologues, depuis 10 ans, ont tout le mal du monde à remettre les pierres au bon endroit. Parce qu'il faudrait qu'ils sachent exactement à quel endroit était chaque pierre pour pouvoir la remettre en place. Et il faudrait avoir tous les morceaux. Il faudrait avoir tous les morceaux. Ce qui est compliqué. Oui. Et ça, c'est parce que les Grecs avaient compris qu'il fallait construire quelque chose de courbe pour donner l'impression aux pèlerins que le temple était parfaitement orthogonal comme une boîte d'allumettes. Voilà. Alors, on a peut-être à l'esprit ces dessins ou ces œuvres de la Renaissance où on dessinait des paysages à travers une loupe, donc avec toutes ces... justement. Oui, il y a eu cela, et puis il y a eu le fait que Léonard de Vinci avait tout simplement eu l'idée de génie de décalquer, ce qui peut paraître très simple, mais décalquer sur une plaque de verre
ce qu'il voyait de l'autre côté. Imaginez que vous soyez chez vous, le nez devant votre fenêtre, avec un feutre, et que vous décalquiez sur votre fenêtre. Il ne faut pas bouger la tête du tout. Voilà. Donc il faut mettre un pointeau, enfin un bout de bois entre votre front et la vitre pour que la tête ne bouge pas, et vous décalquez ce qu'il y a de l'autre côté. Et il faut être absolument esclave de ce qu'on voit et ne pas interpréter. Voilà. Alors, parce que j'ai fait pratiquer l'exercice à de jeunes enfants, et c'est très difficile parce qu'en fait, ils ne dessinent pas ce qu'ils voient, mais ils dessinent ce qu'ils ont en tête, c'est-à-dire la représentation du paysage qu'ils ont devant les yeux, ils l'ont plutôt dans la tête, et c'est ça qu'ils dessinent, et pas forcément ce que nous, on estime être peut-être la vérité objective qui n'existe pas, évidemment. Voilà, et Gilles Soulat, c'est exactement le bon mot que vous avez introduit au bon moment. On a parlé de la réalité physique, ensuite de la réalité perçue, et maintenant vous parlez de la réalité représentée. Ce sont 3 choses différentes. Voilà. Et bon, alors ça peut paraître compliqué au départ. C'est la question que j'allais poser. Ça peut paraître compliqué, mais une fois qu'on l'a compris, c'est formidable. On comprend plein de choses. Et alors, par exemple, est-ce que ce sont des conseils ou des règles applicables, quelqu'un qui veut dessiner et qui veut justement représenter un paysage, donc il peut utiliser, par exemple, dessiner en perspective réelle et s'inspirer de toutes ces recherches, parce qu'il faut parler, c'est un travail de recherche, un travail scientifique. Alors, c'est un travail de recherche, mais je veux dire, le but de la manœuvre, effectivement, est de permettre naturellement de dessiner au lecteur. C'est-à-dire que lui faire comprendre que il y a ces 3 mondes de la réalité, lui faire comprendre que ce qu'il perçoit, il n'a pas à s'inquiéter que ce soit différent de ce qu'est la réalité physique, et surtout ce qu'il va représenter doit tenir compte exclusivement de ce qu'il perçoit. Bon, et Léonard de Vinci avait fait un coup triple en décalquant à travers une plaque de verre. Donc dans ce livre, je propose aux élèves, aux lecteurs, de décalquer à travers une plaque de verre. Et une fois qu'ils ont compris, fait quelques exercices et compris que tout s'inscrit dans un univers courbe, ensuite vous dessinez sans appréhension. Et quand vous avez un modèle vivant devant vous, avec les pieds près de vous, la tête au loin, vous n'hésitez pas à faire les pieds qui remplissent la moitié de la feuille. Et c'est comme ça que vous restituez vraiment les volumes et la profondeur. Ce qui veut dire qu'il faut abandonner peut-être le travail que effectue notre cerveau. Quand il voit quelque chose, il interprète forcément, et il faut essayer d'être au plus près. Et c'est quand même quelque chose, puisqu'on a des réflexes, on a des habitudes à combattre. Voilà, alors c'est en ça que le livre de Betty Edwards était génial, c'est qu'il disait utilisez votre cerveau droit, c'est-à-dire votre perception, mais pas le cerveau gauche, c'est-à-dire vos raisonnements. Ne commencez pas à réfléchir quand vous dessinez. Voyez ce que vous avez sous les yeux, croyez ce que vous voyez, et puis dessinez-le. Ceci dit, on peut aussi travestir complètement la réalité et dessiner. C'est pas interdit non plus. Mais ça, c'est la représentation. Voilà. Bien sûr que c'est pas interdit, mais c'est une bonne chose, je pense, à notre siècle de le savoir. Il est temps de le savoir. Tout évolue. Gilles Soulat, et si l'on parlait d'art. Le printemps de Bourges, bien sûr, mais plutôt le printemps en général. Et le printemps, c'est la lumière, et c'est justement ce qui va nous préoccuper ce soir, puisque en effet j'ai un invité, Xavier Bollot. Bonsoir.
Bonsoir Gilles Soulard. Voilà, donc Xavier Bolo a écrit un livre, mais on va dire plusieurs livres. Hein, là, je crois, c'est le deuxième aux éditions de l'Harmattan. Il y en a même un troisième en perspective. Alors perspective, c'est encore une fois le mot, puisque le premier s'intitulait Dessiné en perspective réelle, et celui qui vient de sortir, c'est La lumière neutre. Donc tout un programme que nous allons tenter d'élucider ce soir. Enfin, on n'y arrivera pas parce que c'est un vaste sujet qui préoccupe les artistes et les autres depuis l'Antiquité. Mais là, il y a un éclairage nouveau, voilà, à la lueur de la culture, de notre culture qui commence à être vaste et à la lueur peut-être des découvertes de ce siècle, de ce nouveau siècle, 21e. Et puis, donc, nous allons parler de tout ça, et puis je vous dirai aussi quelles expositions on peut continuer d'aller voir, et puis quelles nouvelles expositions, si vous avez envie d'avoir un moment un petit peu calme, on peut toujours franchir la porte d'une galerie et puis voilà, se ressourcer, comme on dit. Voilà, on a beaucoup parlé du premier ouvrage Dessiné en perspective réelle, mais ce qui va nous occuper, c'est La lumière neutre. Mais pour conclure sur ce dessin en perspective réelle, est-ce que ça a fait école ? Est-ce que vous me disiez hors antenne qu'il y avait une école en Suisse qui avait adopté cette technique. Oui. L'école d'Agnès Laribi en Suisse, romande, propose des cours et des stages à Marrakech pendant 8 jours pour travailler suivant cette technique. Voilà. Alors, il ne faut pas qu'on effraie l'auditeur, c'est vraiment accessible. C'est accessible à tout le monde, parce que décalquer à travers une plaque de verre, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il faut encore vouloir le faire, évidemment. Ce n'est pas dans les habitudes, mais c'est très simple. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce que l'on voit vraiment. Il ne faut pas chercher à faire ce que vous disiez hors antenne, encore une fois, à faire comme la photographie, c'est-à-dire écraser tout, mettre un petit peu tout sur le même plan. Il faut penser, alors j'ai sous les yeux le fameux tableau de Mantegna, je pense que voilà, mais qui illustre pas forcément le propos, puisque le tableau de Mantegna du Christ mort, voilà, qui est célèbre. Alors pour rappeler, c'est ce fameux Christ où les pieds sont au premier plan. Mais alors, si je vous comprends bien, les pieds devraient être bien plus grands que ce que l'artiste a peint. Absolument. Et la tête est bien plus grosse que les pieds, alors qu'elle est au fond du tableau. Tout à fait. Et on a souvent dit, Mantegna a fait ça comme ça, exprès, pour montrer la souffrance du Christ sur son visage et sur ses mains. Mais j'ai retrouvé en Écosse, au musée d'Édimbourg, un homme mort couché de Mantegna qui présente à peu près les mêmes caractéristiques, et c'est un brave homme qui fait une sieste tranquille. Non, mais c'est parce qu'à l'époque, on maîtrisait pas vraiment encore ces rapports de distance. Est-ce que vraiment on ne maîtrisait pas, ou bien est-ce que effectivement on choisissait, on sait bien que quelques siècles avant Mantegna, au Moyen-Âge, on se souciait assez peu de perspective, et on représentait par exemple dans une assemblée un personnage important, il était plus grand que les autres, parce que c'était un choix délibéré. C'est un choix de représentation. Voilà. Alors effectivement, dans le tableau de Mantegna, on peut très bien dire, Mantegna a fait un choix de représentation. Mais il n'a pas fait un choix de dessin réaliste. Voilà. Il suffit de le savoir quand on est devant un tableau. Alors je précise que Dessiné en perspective réelle, on peut toujours se le procurer. Oui, donc c'est aux éditions de l'Harmattan. Oui, il est dans toutes les librairies et sur Amazon. Voilà, donc on peut même dire le prix, 26 €. Alors, et donc celui dont on va parler, La lumière neutre, c'est un petit peu plus cher, mais c'est à peine 30 €, 29,50 €, voilà, aux mêmes éditions de l'Harmattan. Et alors, est-ce qu'on le trouve d'ores et déjà ? Il est depuis 15 jours partout, soit disponible, soit disponible sur commande dans toutes les librairies. Et il est sur Amazon aussi depuis 15 jours. Alors voilà, on ne voit pas qu'avec ses yeux. Alors le propos, c'est celui-là.
on voit aussi avec son cerveau qui fait énormément de choses. Alors, Oui, bon, j'ai oui. pas eu le temps de le lire complètement, Oui. mais donc ça c'est bien donc du 21e siècle. On n'aurait pas pu peut-être écrire ce livre au 19e siècle, ni même au siècle précédent. Donc vous tenez compte quand même de tout. Oui, tout à fait. Depuis une quarantaine d'années, on a fait des progrès fantastiques en neurosciences, progrès du reste qui ne pouvaient être que fantastiques, puisque on avait peu étudié le cerveau, à la fois parce que nous n'avions pas les instruments d'imagerie médicale ou les microsondes nécessaires, et aussi parce que notre culture était telle qui ne venait pas à l'idée d'étudier le fonctionnement du cerveau. C'était un sujet tabou, ou c'était même un sujet hors sujet. Voilà. Donc, un peu comme à la Renaissance, il fallait aller en Hollande pour pratiquer l'anatomie. Hein, voilà. Et donc, depuis une quarantaine d'années, on est allé de surprise en découverte. Voilà. Il y avait eu au 19e siècle, à l'époque des impressionnistes, on avait découvert beaucoup de choses sur la lumière, sur la couleur. Oui. Chevreul avait mis des bases, Goethe avait apporté des bases. Il y a eu beaucoup. Alors, les impressionnistes ont beaucoup utilisé ces phénomènes, justement, donner l'impression d'une certaine réalité. Alors, certains, par exemple, ont fait des points, le pointillisme, d'autres ont la fameuse touche de Van Gogh ou de Monet, etc. Mais là, c'est autre chose. À l'époque, on avait compris comment fonctionnait un peu la lumière. Alors, la couleur physique, la couleur chimique, parce que c'est pas la même chose. La couleur du peintre, c'est pas du tout la même chose. Mais là, c'est plus les possibilités, ou en tout cas la façon dont notre cerveau fonctionne. Voilà, c'est le sujet du livre. Alors, c'est vrai qu'à l'époque des impressionnistes, on faisait bien la différence entre le monde physique, ce qu'on percevait, et la technique de représentation du pointillisme avec des pigments neutres pour donner l'illusion de ce qu'on percevait. Et puis des bases étaient jetées, celles de Chevreul et de Goethe et Chevreul. De même que c'est l'époque à laquelle Benham a fait tourner un disque sur lequel il y avait des petits arcs de cercle noirs et blancs, et en faisant tourner le disque apparaît de la couleur. Alors, on n'en avait pas l'explication à l'époque, mais les bases étaient là, et on se rendait bien compte qu'il se passait quelque chose dans notre tête. Alors maintenant, on sait comment ça se passe, notre cerveau, on sait comment il analyse. C'est-à-dire qu'on a suffisamment d'éléments pour se faire une idée du fonctionnement de certains processus. Voilà. Et puis les choses évoluent vite. Si vous voulez, on est un peu à l'époque de la découverte de l'Amérique, quand Christophe Colomb a découvert la côte des Antilles, on a découvert un peu les côtes du Canada. Enfin, on ne savait pas grand-chose au départ, mais on en savait suffisamment pour imaginer que l'Europe n'était pas seule, qu'il y avait un océan, qu'il y avait encore un continent derrière, et qu'il fallait en faire le tour. Voilà, on en est à peu près à ce stade-là aujourd'hui. Et en connaissant bien certaines choses, en particulier sur la vision, on est assez avancé. Il y a beaucoup de littérature sur la vision. Et puis on s'intéresse. Alors je suis en train de chercher le nom du spécialiste des couleurs qui écrit sur le bleu notamment, mais le jaune, le rouge. Il y a Chastel qui... alors, donc c'est pas lui. Je vais le dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui s'intéressent. Mais par exemple, le bleu, de façon culturelle et subjective, on sait que le bleu n'évoque pas du tout la même chose selon les individus, ni les mêmes sensations, etc. Tout à fait, oui. Alors, c'est vraiment très amusant de voir à quel point la culture... dans le temps et dans l'espace peut être différente et donner lieu à des échelles de couleurs différentes et à des termes de vocabulaire différents. Regardez, près de chez nous en Bretagne, il y a un terme pour le bleu de la mer et un autre terme pour dire bleu comme le chou. On est bien en Bretagne, on fait des choux, mais le bleu du chou n'est pas le bleu de la mer. Et ils ont deux termes différents. Il y a le fameux, le bleu, le blues.
alors que voilà, Oui, et puis le blues, la tristesse, alors que parfois le bleu est, enfin même souvent, c'est le bleu de l'espoir, de la paix. Donc c'est tout à fait. Oui, et puis la même couleur peut évoquer voilà. des images tout à fait différentes et disparates, contradictoires. Oui. Voilà, puis on a beaucoup étudié le rouge et son côté, enfin, excitant. Hein, le rouge est une couleur qui excite l'agressivité, enfin qu'on ne conseille pas dans une chambre à coucher, par exemple. Enfin, ça dépend ce qu'on y fait, mais pour dormir, c'est pas très conseillé. Alors, donc, mais là, il s'agit. Alors, je me suis intéressé à la façon dont le cerveau fabrique les couleurs. Et donc à remonter dans le temps, voir quelles étaient les espèces animales qui voyaient en couleur ou non, et pourquoi nous, hommes, nous voyons en couleur. Alors d'abord, on peut remarquer que dans le fond de notre œil, nous avons 3 types de cônes, les rouges, les verts et les bleus, comme les luminophores d'un écran de télévision. Bon. Et la question qu'on peut se poser, comment voit-on le jaune ? Le jaune, normalement, on n'a pas de capteur pour voir le jaune. Dans le fond de l'œil, il n'y a pas de capteur pour le jaune. Alors, donc, comment voit-on le jaune ? Comment voit-on le jaune ? On a fini par trouver, et ça, c'est Françoise Viennot du Muséum d'histoire naturelle de Paris qui a fait un article là-dessus. On a trouvé un endroit près de la zone occipitale qu'on a gros comme une lentille qui fait les mélanges de couleurs, c'est-à-dire le cercle chromatique, ce qu'on appelle le cercle chromatique autour duquel on met toutes les couleurs, est construit dans cette petite lentille. Gros comme une petite lentille verte du Berry, c'est vraiment pas gros. Et le cerveau prend ces informations et les traite. Hein. Par exemple, quand vous avez une pomme rouge sur la table, hein, ça c'est Helmholtz qui avait trouvé ça, déjà aussi au 19e, on n'a pas parlé d'Helmholtz, mais c'était aussi une des personnes qui a jeté des bases importantes. Vous mettez une pomme rouge sur la table, eh bien, elle reste rouge toute la journée, alors que la couleur du soleil le matin, à midi ou le soir n'est pas la même. Le cerveau stabilise la couleur rouge de la pomme, et premier travail du cerveau, le cerveau calcule les couleurs par différence avec l'environnement. Mais la couleur n'appartient pas à la pomme. Oui, voilà. Parce que si on éclaire en ultraviolet, avec des rayons ultraviolets la pomme, elle devient noire. Oui, voilà. Bon. Alors, c'est le cerveau qui calcule les couleurs, et à partir de quel moment dans l'évolution des espèces, le cerveau a-t-il eu besoin d'avoir la couleur ? Voilà, donc tous les animaux ne voient pas les couleurs, non, beaucoup ne les voient pas d'ailleurs. Exact. Alors, on peut se poser la question... il faudrait que tous les êtres humains aient le même cerveau, constitué exactement de la même façon pour voir exactement la même chose. Alors, on sait qu'il y a des anomalies. Il y a des anomalies, et puis même en étant parfaitement normal, entre guillemets, chacun est né avec ses gènes, chacun a grandi avec une culture. Même 2 frères dans la même famille n'ont pas la même culture. Ils ont été dans des classes à l'école différentes, ils ont vu des pays différents, et le résultat, c'est qu'ils ont des goûts différents, parce que les gènes créent des fonctions, mais les fonctions modifient les gènes aussi. Et pourtant, on est quand même à peu près tous d'accord, en gros, hein, je dis bien en gros, pour désigner un bleu, je sais pas, un bleu clair, tout le monde va s'accorder et va aussitôt voir dans son cerveau justement une représentation de cette couleur bleu clair, et qui va être la même pour un peu tout le monde. Qui va être propre à la culture de chacun, ça c'est certain. Maintenant, est-ce que... oui, tout le monde va voir le ciel bleu, parce qu'on a dit à tout le monde que le ciel était bleu. Bon. Mais je prends un exemple, celui du soleil. Le soleil est vert. Pour un physicien, il est bleu-vert. Quand on analyse le spectre d'un soleil, physiquement, il est bleu-vert. Maintenant, dans le monde de la perception, quand vous regardez le soleil... Il vaut mieux pas. Hein. Il vaut mieux pas, vous y voyez rien, vous êtes ébloui. Voilà. Bon. Alors, à la rigueur, vous voyez jaune le matin, rouge le soir, mais on sait que ce n'est pas sa couleur naturelle, puisque c'est ce qui est filtré avec l'atmosphère, par l'atmosphère. Et en fait, dans le monde de la représentation, vous demandez à un enfant de dessiner une maison par un beau jour,
Alors il va faire l'herbe autour de la maison verte, une maison avec un toit rouge ou marron et un soleil jaune. On n'aura pas besoin de lui souffler. Il va faire un soleil jaune. Voilà. Alors, par exemple, une personne justement qui est aveugle, est-ce que il a quand même dans son cerveau cette petite lentille qui pourrait fonctionner? Ah, alors, s'il est aveugle de naissance, ça c'est... Oui. Bon, j'ai pas été voir, mais c'est probable que toutes les fonctions qui sont relatives à la vue du cerveau ne se sont pas développées. Elles n'ont pas eu Voilà, un œil sans un cerveau derrière et un cerveau sans œil devant, ça fonctionne pas. mais si c'est quelqu'un qui avait déjà vu, qui pourrait... c'est autre chose, oui. Il a des souvenirs, oui, Voilà. à ce moment-là. Alors, bon, ça, c'est très compliqué, passionnant, mais alors encore une fois, tout le monde peut quand même utiliser la couleur, percevoir la couleur pour faire de l'art ou, je sais pas, pour Bien meubler sûr, sa maison. chacun doit utiliser la couleur suivant ses goûts et pas essayer d'imiter la couleur de quelqu'un d'autre, surtout, Voilà. parce que ça serait une méprise, ça serait... Alors, je veux savoir pourquoi la lumière neutre, C'est justement. très simple, la lumière, elle est neutre parce que la lumière nous vient du soleil. Hein. Et qu'est-ce que c'est le soleil? Le soleil, c'est une grosse boule en fusion nucléaire qui émet dans tous les sens, plus ou moins proprement, des photons, des orages magnétiques. Et le soleil que nous admirons, que nous considérons comme le père de la vie, le soleil, il n'a aucun état d'âme. Le soleil se moque éperdument de ce qu'il fait. Oui. Il n'a aucune conscience, aucune émotion, aucun état d'âme. Il est ni bon ni méchant. Il émet des photons. Et c'est nous qui nous faisons une idée de la lumière. C'est nous qui fantasmons sur la lumière. Alors, ça peut s'expliquer par le fait que quand on reçoit des photons, nous avons la possibilité, notre organisme a la possibilité de faire de la vitamine C, et puis ça nous redonne de l'énergie, et nous nous sentons mieux, et donc le bénéfice que nous en avons est dû au soleil, effectivement. Mais nous projetons sur le soleil nos affects, alors que le soleil n'a aucun état d'âme. Donc, c'est dans cet état d'esprit que j'ai voulu aborder ces phénomènes pour sortir des ornières. Gilles Soula, et si l'on parlait d'art? Le printemps de Bourges, bien sûr, mais plutôt le printemps en général. Et le printemps, c'est la lumière, et c'est justement ce qui va nous préoccuper ce soir, puisque en effet j'ai un invité, Xavier Bollot. Bonsoir. Bonsoir Gilles Soula. Voilà, donc Xavier Bollot a écrit un livre, mais on va dire plusieurs livres, hein, là je crois, c'est le deuxième aux éditions de l'Harmattan, il y en a même un troisième en perspective. Alors perspective, c'est encore une fois le mot, puisque le premier s'intitulait Dessiné en perspective réelle, et celui qui vient de sortir, c'est La lumière neutre. Donc tout un programme que nous allons tenter d'élucider ce soir. Enfin, on n'y arrivera pas parce que c'est un vaste sujet qui préoccupe les artistes et les autres depuis l'Antiquité. Mais là, il y a un éclairage nouveau, à la lueur de la culture, de notre culture qui commence à être vaste, et à la lueur peut-être des découvertes de ce siècle, de ce nouveau siècle, 21e. Et puis, donc, nous allons parler de tout ça, et puis je vous dirai aussi quelles expositions on peut continuer d'aller voir, et puis quelles nouvelles expositions, si vous avez envie d'avoir un moment un petit peu calme, on peut toujours franchir la porte d'une galerie, et puis voilà, se ressourcer, comme on dit.
Alors, Xavier Bolo, il faut le présenter, donc peintre, professeur d'électronique à l'Université de Montréal, président de l'Association française de publicité industrielle, consultant en relations humaines. Alors, je ne peine pas puisque je lis tout simplement le dossier de presse. Et donc en fait, plutôt une formation scientifique, on peut dire ça, d'ingénieur. Mais malgré tout, des préoccupations artistiques. Et Xavier Bolo, vous travaillez aussi, alors je ne sais pas si on peut dire ça, en partenariat avec l'École nationale supérieure des arts de Bourges. Et alors, je suis toujours en compagnie de Xavier Bolo, donc pour un ouvrage qui s'intitule La lumière neutre. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un ouvrage qui peut rassurer le lecteur? Finalement, tout le monde a un cerveau, tout le monde perçoit les couleurs, mais à sa façon, et il n'y a pas d'impérialisme, il n'y a pas le bleu, c'est comme ça, et ça signifie ça, et il faut faire le... Voilà. Est-ce qu'on peut dire ça? Tout à fait. Chacun doit faire avec ses tripes, faire comme il le sent, sans appréhension, sans essayer d'imiter quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ce livre, en fait, il permet de faire le point sur nos connaissances, justement sur cette lumière et la perception qu'en a notre cerveau, comment ça fonctionne. Et donc en fait c'est de la culture, ça. Et quand Tout on simplement, connaît des choses sur un sujet, on est toujours plus libre, et peut-être alors je sais pas, donc ça peut s'adresser aux peintres comme tout un chacun. Comme aux dessinateurs, c'est-à-dire que j'ai mal au cœur quand j'entends quelqu'un dire « Ah, je ne suis pas capable, ah, c'est pas fait pour moi, ah, je ne suis pas un artiste, ah, dessiner, c'est difficile, et peindre, c'est compliqué. » Alors que, il faut écouter ses tripes et puis y aller. Et je crois qu'on vainc les peurs quand on sait expliquer les mystères. Voilà. Et quand on sait comment fonctionne le cerveau pour la couleur, pour le calcul de la couleur, le calcul de la forme, on ne s'étonne plus. Alors, mais est-ce qu'un jour on saura tout, définitivement tout? Je ne crois pas, non. Non, bien sûr que non. Depuis le temps qu'on découvre des choses et qui nous font elles-mêmes découvrir de nouveaux chemins à explorer, non, ça serait dommage du reste de tout savoir. Alors, donc, et la forme, alors la forme, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup intrigué et frappé. C'est que le cerveau a comme premier travail de calculer une forme. Alors, pourquoi ? Tout simplement pour la survie de l'espèce. C'est aussi simple que ça. Calculer une forme, c'est-à-dire quand on voit... je ne sais pas, là par exemple, on a un super paysage à travers la fenêtre, et notre cerveau, donc moi je vois un peu plié, et puis au loin des prairies, c'est très beau. Alors je vais prendre l'exemple simplement d'un homme primitif qui est dans la savane, avec un bout de bois pour se défendre. Bon, alors il voit un buisson bouger. Et là, il faut qu'il sache le plus vite possible si derrière le buisson, il y a une colombe ou un lion. Là, il a intérêt à le savoir tout de suite. Et avant d'avoir calculé tout le nombre de poils qu'il y a sur la queue du lion. Donc, comment fonctionnent l'œil et le cerveau ? L'œil, d'abord, ce n'est pas un appareil photographique, contrairement à une idée reçue. Parce que l'œil tremble. Ensuite, il ne voit avec précision que dans un angle de 3 degrés. Ensuite, en plein milieu de l'œil, il y a une tache noire. Et enfin, l'œil est obligé de changer son regard, de changer son objectif, de bouger en permanence pour ne pas brûler la rétine. Parce que les cônes et les bâtonnets n'aiment pas avoir de la lumière trop longtemps, sinon ils vont être éblouis. Donc l'œil est un scanner, c'est-à-dire qu'il saute de place en place. Ce qu'on peut observer, quotidiennement. Ce qu'on peut observer. Et le miracle, c'est qu'avec un œil qui prend des petites photos très petite, dans un angle de 3 degrés, et qui bouge en permanence, et bien avec ça, le cerveau arrive à reconstituer un paysage stable et des formes stables. Mais le cerveau doit quand même faire très vite. Et il doit faire très vite. Alors, c'est une machine extraordinaire à anticiper. Et anticiper, ça veut dire faire des hypothèses. Alors, c'est-à-dire que l'œil, en percevant un contraste lumineux dans un endroit donné,
va transformer le contraste en un front d'onde brutal et envoyer sur le nerf optique en numérique, en information numérique, exactement comme un câble Internet le fait, au cerveau, des informations qui sont des petits segments de droite, des petits bouts de droite, qui ont des angles différents, des inclinaisons différentes. Et le cerveau joue au pulse. Comme lorsque vous jouez au pulse, vous essayez de mettre les pièces en place, et tout d'un coup vous dites « Ah, ça je sais, on essaie de me faire reconstituer un bateau ou un avion. » Et c'est exactement ce que le cerveau fait. Quand il a suffisamment de petits segments, il imagine, il fait une hypothèse de la forme qu'il a en face de lui. Et alors le cerveau s'intéresse d'abord à la forme, et par exemple la couleur, ça vient après, ça vient plutôt après. Bon, alors, maintenant, les contrastes, le cerveau prend les contrastes de luminosité, qu'ils soient en couleur ou pas en couleur, du reste. Bon, alors, à quel moment est-ce qu'il a saisi la couleur? Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au départ, il se sert de ces contrastes de luminosité pour calculer un segment de droite, lequel va servir à prédire une forme. Voilà. Alors, il voit d'abord auparavant ce qui bouge. Grâce à la vue périphérique des bâtonnets, on voit d'abord ce qui bouge. Par exemple, quand vous êtes sur votre écran d'ordinateur, vous ne savez plus où est la flèche, vous remuez la souris et puis hop, vous repérez la flèche. Et bon, ensuite, alors, les chats, eux, sont très forts à repérer ce qui bouge, et souvent, et d'ailleurs, quand ça ne bouge pas, ils ne voient pas. Et on se rend compte qu'un petit détail dans un petit animal, et voilà, peut-être c'est une vision adaptée au chat, et peut-être. Voilà, alors c'est le propre du chasseur. Enfin, le chasseur a besoin de quelque chose qui bouge. Voilà. Alors donc, quel est le lien avec la lumière et la couleur? Alors c'est vrai, pour voir il faut de la lumière. Enfin, oui. Alors on parlait des chats, eux, ils peuvent voir la nuit parce qu'ils emmagasinent un peu ils emmagasinent de la lumière donc ils peuvent voir, enfin discerner, parce qu'ils ne le voient pas forcément d'une façon très nette, mais voilà, leurs yeux leur permettent là, de faire un peu le plein de lumière et de continuer à voir, alors que nous, on ne voit plus. Oui, en vision nocturne, on a une vision nocturne moins efficace que celle du chat. Oui. Voilà. Alors donc, justement, quel est le lien entre cette perception immédiate de la forme par notre cerveau et puis justement la lumière, la couleur? Alors, la couleur n'appartient pas aux objets. La lumière vient frapper les objets qui restituent une partie de la lumière. Donc, certaines fréquences de lumière, et les cônes, les cônes et les bâtonnets que nous avons dans le fond de l'œil, sur la rétine, réagissent à certaines fréquences. Voilà, et ce sont ces fréquences qui sont envoyées sur le nerf optique et traitées par le cerveau. Alors, en tout cas, si vous voulez en savoir plus, il faut donc lire cet ouvrage, La lumière neutre, mais aussi, on n'a encore pas dit, mais il y aura une conférence le vendredi 15 mai. C'est ça, donc, conférence de Xavier Bollot, Notre perception physiologique, redécouverte et découverte du XXe siècle. Et ça se passera à l'hôtel du Conseil Général, la salle du Conseil Général, et donc de 18h à 19h, dans la salle des délibérations. Donc, il sera question alors, de ces deux ouvrages dont on a parlé ce soir. Exactement, oui. Alors, et donc on peut trouver la lumière neutre, comme vous l'avez dit, dans toutes les bonnes librairies de la ville, mais ailleurs aussi, je pense que... partout en France et sur Internet. Et alors, donc il y a un projet, un troisième ouvrage, on peut peut-être savoir. Ah oui. Un scoop. C'est Vision dans l'action, le troisième thème. Et consiste à se poser la question, qu'est-ce que je vois vraiment dans l'action? Quand je suis en train de parler avec quelqu'un, est-ce que je vois ses yeux, ses lèvres? Quand je vais à la boulangerie et que j'arrive en ayant pensé à autre chose, comment est-ce que j'y suis arrivé sans rentrer dans les poteaux qui sont le long du trottoir? Il y a une quantité de choses à étudier dans ce domaine-là.
Donc l'indicatif retentit déjà, hein, ça veut dire que l'émission a passé vite, très riche, très dense, mais alors on a juste effleuré les préoccupations de Xavier Bolo. Le mieux c'est d'acquérir ces livres, dessinés en perspective réelle, et puis le plus récent, La lumière neutre, donc, le prix est abordable. Alors juste très rapidement, vous pouvez toujours aller à l'espace Pictura voir les œuvres de Véronique Tallec, mais aussi au restaurant L'Antidote, à la brasserie Le Palais au Bonnet Rouge, parce qu'il y a aussi des œuvres de Véronique Tallec qu'on avait reçues, je vais y arriver, qu'on avait reçues la semaine dernière. Et puis il y a d'autres expositions, par exemple du 7 mai au 12 juillet, dispositif sonore, ça c'était la Maison de la Culture. On aura le temps d'en reparler. Et alors, je voulais aussi vous dire que le dimanche 3 mai à 11h30, il y a les Actualités Grasseyaises 2009. C'est un projet artistique de Léo Favier. Si tu veux parler de l'universel, parle de ton village. Mais on aura l'occasion, je pense, d'en reparler à nouveau. Sylvain me fait des grands signes pour me signifier que c'est terminé. Donc je vais remercier Xavier Bolo. Merci Gilles Soula. Et puis je vous souhaite un bon printemps de Bourges et à jeudi prochain.